Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la dernière partie du cours intitulée « Le dysfonctionnement du système immunitaire ». Alors, dans cette partie, Inch'Allah, nous allons étudier le deuxième type de dysfonctionnement du système immunitaire, c'est le dysfonctionnement par défaut. Alors, dans certains cas, l'organisme est incapable de se défendre efficacement contre les micro-organismes. Cette incapacité est liée à un mauvais fonctionnement ou une déficience du système immunitaire. Donc, le cas le plus tristement célèbre est celui du sida. Donc, le sida, S, c'est syndrome, I, c'est immuno, D, déficience, A, acquise. Donc, le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Et l'immunodéficience, c'est l'incapacité de résister aux infections à cause d'un affaiblissement plus ou moins grave du système immunitaire. D'accord? Et l'agent pathogène responsable du sida, c'est un virus appelé le VIH, c'est-à-dire virus de l'immunodéficience humaine. D'accord? Alors maintenant, on va étudier le mode de multiplication du VIH dans l'organisme. Alors, on a déjà vu dans la leçon des micro-organismes la propriété pathologique des virus. Il se caractérise bien sûr par la prolifération ou bien la multiplication à l'intérieur des cellules vivantes. Alors, comme vous voyez ici, le VIH, donc on a ici le virus de VIH, pénètre dans des cellules vivantes spécifiques. Ce sont des cellules immunitaires et plus précisément les lymphocytes T4. Et l'injecte, comme vous voyez ici, son matériel génétique au niveau du noyau de la cellule immunitaire T4. Et ensuite, les lymphocytes T4 produisent de nombreux virus de VIH et qui sont libérés par le bourgeonnement dans le milieu. Et le lymphocyte T4 meurt. Alors, vous voyez ici les points bleus. Donc, ce sont des virus sortants d'un lymphocyte T4. Alors, les virus libérés pourront ensuite infecter d'autres cellules immunitaires, les lymphocytes T4. D'accord? Alors, le VIH infecte certaines cellules du système immunitaire, principalement les lymphocytes T4. Ce virus se fixe sur un lymphocyte T4 et introduit son matériel génétique pour se multiplier et donner plusieurs particules virales qui seront libérées par le bourgeonnement à partir du lymphocyte T4, provoquant sa destruction, ce qui entraîne une immunodéficience. Alors, comment le virus de VIH provoque ce dysfonctionnement ou bien cette perturbation du système immunitaire? Alors, pour répondre à cette question, on va analyser ce document. Alors, les cellules préférées de VIH sont les cellules immunitaires. Donc, le VIH s'attaque au lymphocyte T4. Et on a déjà vu dans les séances précédentes et dans le cas normal que le lymphocyte T4 est responsable de l'activation de l'immunité spécifique à voie humorale et l'immunité spécifique à voie cellulaire. C'est-à-dire, après l'activation des lymphocytes T4 par l'antigène ou bien par la cellule infectée, elles vont sécréter des substances chimiques. Donc, comme vous voyez ici, ces substances chimiques vont activer soit les lymphocytes B pour produire, comme vous voyez ici, des anticorps spécifiques à l'antigène,
soit elles vont activer les lymphocytes T pour se transformer en lymphocytes T tueurs. Donc ce sont des cellules tueuses qui vont tuer les cellules infectées ou bien les cellules cancéreuses. D'accord? Mais dans le cas de l'infection par VIH, le VIH s'attaque les lymphocytes T4, c'est-à-dire elle pénètre à l'intérieur des lymphocytes T4, puis elle injecte son matériel génétique au niveau du noyau de cette cellule immunitaire T4, et cette cellule, bien sûr, devient une cellule infectée et productrice de plusieurs virus de VIH. Et après, cette cellule s'éclate, bien sûr, et libérer plusieurs VIH qui vont envahir d'autres lymphocytes T4. Donc, en absence de lymphocytes T4, les défenses immunitaires par les anticorps et par les cellules tueuses sont pratiquement supprimées, ce qui provoque bien sûr un effondrement du système immunitaire, c'est-à-dire immunodéficience. D'accord? Alors, la conclusion, le VIH infecte les lymphocytes T4, donc ces derniers sont le pivot de la réponse immunitaire. La diminution progressive du lymphocyte T4 empêche l'activation de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire l'activation des lymphocytes T, et la réponse immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire l'activation des lymphocytes B, ce qui cause bien sûr un effondrement du système immunitaire, c'est-à-dire l'immunodéficience. Et plus le nombre de VIH augmente, plus le nombre de lymphocytes T4 diminue, parce que le VIH, bien sûr, pénètre dans les lymphocytes T4, s'est multiplié et le détruit. Alors, quels sont les mécanismes ou bien les étapes de l'évolution de l'infection par le VIH? Donc, on a les étapes de l'évolution de SIDA. L'évolution de SIDA se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'infection ou la primo-infection. La deuxième phase, c'est la phase asymptomatique. Et la troisième phase, c'est la phase de SIDA déclarée. Donc, pour mieux comprendre l'évolution du SIDA, ou bien le mécanisme de l'évolution du SIDA, on va analyser ces courbes suivantes. Donc, comme vous voyez ici, on a 4 courbes de différentes couleurs. La courbe qui est en rouge représente la variation de la quantité de lymphocytes T cytotoxiques ou bien tueurs avec le temps. La courbe verte représente la variation de la quantité d'anticorps anti-VIH avec le temps. La courbe bleue représente la variation de la quantité de VIH dans le sang avec le temps. Et la courbe violet représente bien sûr la variation de la quantité de lymphocytes T4 avec le temps. Donc, on commence par la première phase, c'est la phase d'infection. Donc, elle correspond aux premières semaines qui suivent la contamination par le virus de VIH. Donc, on observe ici, après la pénétration de ce virus à l'intérieur de l'organisme, que la quantité de ces virus augmente rapidement, comme vous voyez ici, dans le sang, ce qui entraîne bien sûr la diminution de la quantité de lymphocytes T4. Donc, on peut expliquer ce résultat, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de virus et la diminution de la quantité des lymphocytes T4 par le fait que le virus de VIH se prolifère à l'intérieur des lymphocytes T4, ce qui entraîne bien sûr sa mort ou bien l'éclatement de ces cellules immunitaires.
mais il existe quelques lymphocytes T4 non infectés par ce virus. Donc, elles vont reconnaître le virus de VIH qui se trouve dans le sang et vont reconnaître aussi les lymphocytes T4 infectés par ce virus. Donc, elles vont sécréter des substances chimiques. Donc, ces substances chimiques vont activer les lymphocytes B pour produire les anticorps anti-VIH et des lymphocytes T pour se transformer en lymphocytes T tueurs ou bien cytotoxiques. C'est pour cela qu'on observe ici l'augmentation de la quantité de lymphocytes T tueurs et l'augmentation de la quantité, comme vous voyez ici, des anticorps anti-VIH. Donc, les anticorps anti-VIH vont détruire le virus qui se trouve dans le sang et les lymphocytes T cytotoxiques vont tuer les lymphocytes T4 infectés par ce virus. Ce qui entraîne bien sûr, comme vous voyez ici, la diminution, regardez ici la diminution du nombre de ce virus et en même temps l'augmentation de la quantité de lymphocytes T4 à la fin de cette phase. D'accord? Donc vous voyez ici, à la fin de cette phase, on observe l'augmentation de lymphocytes T4 et diminution de la quantité de virus de VIH. Mais la personne ici, dans cette phase, passe de l'état de séronégatif à celui de séropositif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il prend une prise de sang, on va trouver des anticorps anti-VIH dans ce sang. Donc, à cette phase, la personne porteuse de virus est dite séropositive. D'accord? Donc, parce que son sang ou bien son sérum contient des anticorps spécifiques anti-VIH. Alors, pour la première phase primo-infection, donc après contamination et durant cette phase, le système immunitaire développe une réponse immunitaire presque normale contre VIH. Donc cette phase s'achève par l'augmentation du nombre de lymphocytes T tueurs et la quantité des anticorps. Ainsi, la quantité du virus diminue à la fin de cette phase et à cette phase, la personne porteuse du virus est dite séropositive, c'est-à-dire la présence des anticorps anti-VIH dans le sang. Alors, on passe maintenant à la deuxième phase. Donc, c'est la phase asymptomatique. La personne ici, atteinte par le VIH, ne présente aucun symptôme de la maladie, mais fait attention, peuvent contaminer d'autres personnes. Donc, on observe ici que la quantité des lymphocytes T cytotoxiques et la quantité des anticorps anti-VIH reste élevée et la quantité des lymphocytes T4 diminue progressivement au cours du temps. D'accord? Donc, la phase asymptomatique, elle se caractérise surtout par une diminution importante du nombre de lymphocytes T4 et par l'absence des symptômes cliniques. Donc, à la fin de cette phase, les lymphocytes T4 infectés s'éclatent et libèrent des VIH qui attaquent d'autres cellules et par conséquence l'apparition d'un tricident. Alors, on passe maintenant à la dernière phase, c'est la phase du sida déclaré. Donc, durant cette phase, la personne souffre du syndrome d'immunodéficience acquise. C'est un effondrement du système immunitaire qui caractérise, bien sûr, comme vous voyez ici, par la diminution du nombre du lymphocyte T4
et la disparition de ces lymphocytes qui va entraîner bien sûr la diminution de la quantité de lymphocytes T tueurs et la diminution de la quantité des anticorps anti-VH parce que les lymphocytes T responsables de l'activation des deux voies immunitaires caractérisent aussi par l'augmentation, comme vous voyez ici, l'augmentation de la quantité de VH dans le corps et bien sûr l'apparition de plusieurs symptômes de sida. Alors la dernière phase, la phase du sida déclaré. Donc le système immunitaire est débordé, le nombre de virus augmente fortement et le taux ou bien la quantité des lymphocytes T4 devient très faible et les maladies opportunistes apparaissent et l'individu infecté présente plusieurs symptômes. Donc on a ici l'apparition des maladies opportunistes, amrad intihazia, qui sont des infections qui se développent en profitant d'une faiblesse du système immunitaire, comme par exemple le sarcome de Kaposi. Donc le sarcome de Kaposi, c'est un cancer touchant le plus souvent la peau et pouvant atteindre le tube digestif et les poumons. Et on a ici l'apparition des tumeurs cancéreuses, auram saratania, de problèmes neurologiques, troubles gastriques, c'est-à-dire difficulté d'absorption du nutriment. Et l'individu ici est un porteur symptomatique séropositif, c'est-à-dire la présence des anticorps anti-VH dans ce sang et capable de transmettre la maladie. Alors, quels sont les modes d'infection par ce virus? Donc maintenant, on passe 4, les voies de transmission et la prévention de sida. Alors, la transmission du VH d'une personne porteuse et séropositive à une personne saine est possible par des liquides biologiques du corps, c'est-à-dire le sang, les sécrétions sexuelles, soit le sperme chez l'homme, soit les sécrétions vaginales chez la femme et le lait maternel. D'accord? Donc le sida se transmet d'une personne à l'autre par le rapport sexuel non protégé à travers le sperme ou bien les sécrétions vaginales de la mère au fœtus pendant la grossesse, par le lait maternel pendant l'allaitement, c'est-à-dire de la maman à son bébé, l'emploi de seringues contaminées par le VH et surtout chez les personnes qui se droguent, ici par les transfusions avec du sang contaminé par le VH, et aussi l'utilisation des éléments ou bien des objets tranchants contaminés par le VH et l'instrument souillé par le sang et non stérilisé, comme par exemple la brosse à dents, etc. D'accord? Donc, le sida se transmet d'une personne à l'autre par le rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire sans l'utilisation de préservatifs, à travers bien sûr le sperme ou bien les sécrétions vaginales, de la mère au fœtus et le lait maternel, l'emploi de seringues contaminées par le VH, les objets tranchants contaminés aussi par le VH et les transfusions avec du sang contaminé. Alors pour les préventions, donc on a ici les méthodes de prévention. Bien sûr, la fidélité entre les couples et toute relation sexuelle en dehors du cadre du mariage doit être protégée. L'utilisation des seringues à usage unique et stérilisation du matériel tranchant, etc. D'accord? Alors, pour le traitement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un traitement
est un remède efficace pour détruire le virus de VIH, mais seulement il y a des médicaments antirétroviraux qui agissent en bloquant seulement la multiplication du VIH et ne permettent pas de guérir la maladie puisque le virus reste présent dans l'organisme. Et bien sûr, la prévention reste le moyen efficace pour éviter l'atteinte par le VIH. D'accord? Alors, on a terminé notre cours. J'espère que vous avez compris la leçon. Au revoir.